Alors, je vais vous donner encore une autre manière de s'approcher de tout cela et de montrer à quel point la science et la cybernétique manquent tout, au fond. Elles manquent tout. Elles ne comprennent rien à rien et surtout pas à l'homme, et surtout pas à la pensée. Il se trouve que quelques années avant sa conférence sur la cybernétique, je reviens à Lacan maintenant, le 7 avril 1953, Lacan écrit une lettre à son frère Marc. Alors, je vais remercier la personne qui m'a permis de découvrir cette lettre, que je ne connaissais pas. C'est Rudy Goubet-Bodard qui la cite. On la trouve aussi sur Internet. Je vous la mets sous les yeux. C'est une très belle lettre à son frère, pardon, au frère de Lacan, Marc, qui est moine bénédictin, pour lui demander une intermission auprès de la hiérarchie ecclésiale, parce qu'il va divorcer de sa première femme pour juste avant d'épouser Sylvia Bataille. Et donc, je remercie Rudy Goubet-Bodard de m'avoir donné l'occasion de citer un paragraphe de cette lettre. Voilà ce qu'écrit dans cette lettre que vous avez sous les yeux, à un moment, Lacan à son frère. Je sais maintenant, donc c'est en 53, 2 ans avant la conférence sur la cybernétique. Je sais maintenant où je suis dans un certain moment qui est celui de mon siècle concernant l'homme, c'est-à-dire dans un moment qui va déterminer d'où dépend la façon dont les hommes se traiteront eux-mêmes pour un certain temps, au moins dans le domaine laïque, peut-être au-delà. Ce traitement, entre guillemets, ce rapport de l'homme à l'homme, est celui qui se manifeste pour l'instant sous diverses rubriques qu'un seul mot peut provisoirement représenter, psychologie. J'en vois le sens, c'est-à-dire j'en vois les dangers. La psychanalyse occupe là une position suréminente d'où chacun de ses tenants ne songe qu'à déchoir pour concourir à quelque grand et général abaissement. Je suis presque le seul à enseigner une doctrine, continue Lacan à son frère, qui permettrait au moins de conserver à l'ensemble du mouvement son enracinement dans la grande tradition, c'est là que je voulais en venir, écoutez bien, celle pour laquelle l'homme ne saurait jamais être réduit à un objet. La grande tradition pour laquelle l'homme ne saurait jamais être réduit à un objet. S'il y a bien un souci commun à Heidegger et à Lacan, et c'est pour ça que depuis le début de cette séance, je les cite en intermittence, tous les deux, c'est volontaire évidemment, et auquel un McCulloch ni aucun des cybernéticiens après lui ne sont jamais, c'est de ne pas réduire l'homme à un objet. 10 ans après être étant, soit en 1937, Heidegger tient une conférence, quasiment en secret, auprès de collègues et d'étudiants qui sont triés sur le volet, intitulée La menace qui pèse sur la science. Et cette menace, c'est précisément que la science obtienne tant de succès concrets, témoignant de son aveuglement concernant la vérité du monde, sur lequel elle porte sa vision, entre guillemets. La menace qui pèse sur la science, c'est précisément d'être si efficace et d'avoir autant de succès concrets dans le monde. Voilà ce qu'écrit Heidegger. La menace la plus aiguë qui pèse sur la science d'aujourd'hui consiste en ceci qu'elle se porte mieux que jamais. Autrement dit, c'est 1937, donc en plein régime nazi. Autrement dit, qu'en ce qui concerne son utilité et son attitude à faire des progrès, elle se voit confortée et encouragée par le régime nazi, évidemment. Il ne parle que du régime nazi, il est en Allemagne à l'époque. Bon, il voit bien que ça se déploie planétairement, mais il parle évidemment là du régime nazi qui encourage et qui conforte les progrès de la science. Et donc on comprend que Heidegger a dû se faire discret pour cette conférence. C'est bien le signe qu'elle ne se trouve plus dans la vérité et qu'elle a renoncé au savoir essentiel, malgré tout l'appareil de vision du monde. Il écrit entre guillemets Weltanschauung. C'est écrit entre guillemets par Heidegger, parce qu'il se trouve que c'était une des expressions favorites de Hitler dans ses discours, qui était ressassée en permanence par tous les haut-parleurs dans toute l'Allemagne à l'époque. Donc, évidemment, c'est une critique profonde par Heidegger. Malgré tout l'appareil de vision du monde dont on peut l'affubler, qui ne fait que travestir les utilisations auxquelles la science est soumise. Et un peu après, toujours dans ce même texte, Heidegger précise la manière dont le primat de la méthode, on se souvient que c'est ce primat qui est dénoncé déjà par Nietzsche, qui a fait s'effondrer la logique en logistique, j'ai expliqué ça la dernière fois, la manière dont le primat de la méthode a eu pour conséquence la spécialisation, autant dire la métastase de la méthode, telle que l'esprit de la technique, comme on dit un peu l'esprit de sérieux si vous voulez, s'est emparé de tous les domaines du savoir
et de la pensée, et pas seulement celui des sciences exactes. Ce que laissait déjà présager le paragraphe 32 d'Être étant. Voilà ce qu'écrit Heidegger. Vous trouvez ça dans Essais et conférences. La menace qui pèse sur la science. Ce primat des méthodes conduit à une technicisation de la science, à un ordonnancement fermé sur soi, on retrouve le cercle, de la manière d'avancer, et à partir de quoi, désormais, tout ce qui est objectif est visé a priori. La conséquence immédiate en est la spécialisation. Ces deux caractéristiques ne sont pas ressenties, et à bon droit par la science des temps modernes, comme un défaut, mais au contraire comme sa propriété la plus spécifique et comme une supériorité, comme la garantie de son progrès, cette spécialisation. Cette technicisation, continue Heidegger, par ailleurs, n'est pas seulement le fait des sciences mathématiques de la nature, mais tout aussi bien des sciences humaines. Organisation des bibliothèques, archives, recherches menées systématiquement par série, au pluriel, traitement exhaustif des domaines particuliers, etc. C'est très intéressant parce que c'est très important parce que ce qu'il est en train de dénoncer là en 1937, cette technicisation et cette spécialisation de toutes les sciences, et y compris les sciences humaines, ça va être une des caractéristiques principales, évidemment, de la cybernétique, et c'est aujourd'hui une des caractéristiques principales de l'organisation cybernétique de la pensée universitaire, y compris quand elle se penche sur Heidegger, quand elle critique Heidegger, quand elle dénonce le nazisme de Heidegger. C'est toujours sur un mode qui est celui qu'il est en train de décrire ici, et qu'il condamne, évidemment, et qui est en train de se déployer et de s'installer, entre autres, dans l'Allemagne nazie. Une autre conséquence de ce cercle vicieux de la connaissance scientifique, c'est ce que Canetti appelle, à nouveau en 1943, la religion de l'assassinat. Voilà ce qu'écrit Canetti. C'est très intéressant, c'est pour ça aussi que je cite Lacan et j'intercale des passages de pensée pure de Lacan et de Heidegger, mais aussi de Canetti, parce que tout ça se passe, enfin Canetti en tout cas, en 1943, donc vraiment dans cette année cruciale, où naît la cybernétique. Et Canetti aussi comprend quelque chose. Je ne sais pas s'il a lu Heidegger, c'est pas impossible, mais pas en 1943, parce que c'était une période où Heidegger ne publiait plus, mais il comprend beaucoup de choses, Canetti aussi, à sa manière à lui, pas philosophique. Il n'aime pas les philosophes. Il est comme moi. Il ne leur fait pas confiance. Voilà ce qu'il écrit. La science s'est trahie en devenant une fin en soi. Canetti, 1943, Elias Canetti. La science s'est trahie elle-même, en devenant une fin en soi. Elle s'est érigée en religion, religion de l'assassinat, et ose prétendre que le passage des religions traditionnelles de la mort à la religion de l'assassinat constitue un progrès. Et Heidegger, je reviens maintenant à Heidegger, toujours dans la même conférence secrète, ne disait déjà pas autre chose, à savoir que la science, parce qu'elle en devient sa propre fin en soi, elle en devient sa propre fin en soi, et ce en renvoie loin en arrière, et sans doute jusqu'à Descartes pour Heidegger, elle a si peu de rapport avec son propre objet. C'est quoi le propre objet de la science? C'est l'homme, dont elle cherche à percer la pensée, ou la nature, dont elle cherche à découvrir les lois, qu'elle peut aussi bien s'en passer, voire participer à sa complète destruction. Là, ça devient très intéressant parce que le cercle du vicieux de la science et du rapport de la science au monde fait que finalement, elle n'a même plus besoin du monde. C'est exactement ce que dit Heidegger. Elle n'a plus besoin du monde, elle peut s'en passer. C'est pour ça qu'elle détruit le monde, au fond. C'est pour ça que la finance algorithmique, elle détruit l'économie traditionnelle, au fond. C'est pour ça que les industries de la santé détruisent toute santé, toute bonne santé, et instituent la maladie sur un mode délirant, sur un mode hystérique, comme étant le naturel même de l'être humain qui doit par conséquent se faire vacciner en permanence et se faire surveiller en permanence, faire surveiller son statut vaccinal en permanence. C'est du délire, on est d'accord, c'est une évidence, c'est là qu'il naît. Il a une source, ce délire. Le délire de 2021 qu'on est en train de vivre tous un peu effarés, pour ceux qui savent encore penser, il naît là, dans ce que je suis en train de vous dire depuis 4 heures, 5 heures maintenant, aujourd'hui. C'est pour ça que je fais une longue séance aujourd'hui. Je commence à être un peu fatigué, j'ai la voix qui est enrouée. Bon,
J'arrive à la toute fin de ma séance, mais je veux que vous compreniez que ces choses-là viennent de très loin. Je termine. Voilà ce qu'écrit Heidegger. Par la préséance de la méthode et sa rigidification en technique, s'accomplit une émancipation croissante par rapport au domaine thématique comme tel, et ainsi, avant tout, se détruit le rapport au règne d'être, d'où le domaine thématique est dégagé à titre de section. Il y a, pour parler en général, des biologistes qui n'ont plus besoin d'avoir aucun rapport au sens essentiel et non sentimental à la nature vivante pour obtenir des résultats de recherche et satisfaire ainsi aux exigences de leur branche et de ses progrès. Il y a des historiens de l'art qui, en tant qu'historiens, n'ont plus envers l'histoire et en tant qu'historiens de l'art, non plus envers l'œuvre d'art, aucun rapport mesuré à la vérité d'une expérience, c'est-à-dire éprouvé au cœur d'une passion. Cette impulsion mortifère. Vous trouverez tout ça dans Essais et conférences, le livre d'Heidegger, page 169-170, La menace qui pèse sur la science. Petit livre-là, collection telle. Hein. Cette impulsion mortifère de la science, je termine maintenant, une dernière citation, au succès moderne de laquelle un McCulloch a tant de parts, et on va le voir encore la prochaine fois, avant d'en arriver au parallèle tracé par Erich Earl, que je déconstruis en quelque sorte par avance, hein, maintenant vous verrez, hein, vous comprenez quand même le parallèle fait, le parallèle fait par Erich Earl entre un McCulloch et un Heidegger, il est détruit d'avance. Hein. J'ai pris mon temps pour le faire, mais je l'ai vraiment déconstruit par avance. Il y a encore quelqu'un d'autre, hormis Canetti, qui l'a formulé parfaitement. Et ce n'est pas n'importe qui, parce qu'il s'agit d'un des plus grands et des plus géniaux mathématiciens du XXe siècle. C'est une phrase, un passage que je vais vous lire maintenant, et qui sera la conclusion de cette séance, que j'ai découvert très récemment. C'est Alexander Grothendieck, dans un texte de lui, un livre de lui qui s'appelle La clé des songes, paru en 1987. Je vous lis cette phrase de ce passage de Alexander Grothendieck, les plus géniaux mathématiciens du XXe siècle, sur la science. Voilà, ce sera la conclusion de la séance d'aujourd'hui. Au cours des 4 siècles écoulés, la science s'est développée en réaction contre l'emprise étouffante des églises, église avec un E majuscule, sur la pensée humaine, en faisant profession d'ignorer ou de nier la dimension spirituelle des êtres et des choses, cette dimension qui seule leur donne un sens. Elle s'est constituée, donc la science, en une nouvelle Église, N majuscule, E majuscule, aussi emplie de suffisance, et plus aveugle encore et souvent plus criminelle que les églises qu'elle a si radicalement supplantées. Au cours de ces dernières générations, cet esprit a fini par mener la vie humaine vers un non-sens de plus en plus délirant, à la fois débile et démentiel. L'humanité tout entière est sur le point d'y sombrer, yeux fermés, dévastatrice et dévastée, laissant derrière elle, sous les néons criards, à la place du paradis terrestre qui lui fut confié, une planète poubelle éventrée, empestée et morte.